Professeur Mohamed Berkour, bonsoir. Bonsoir madame. Ce soir, on va tenter de comprendre avec vous la diplomatie, la politique étrangère d'un pays qu'on croit connaître. Il s'agit donc de la France. On va tenter de cerner les contours de cette politique extérieure de la France, parler de ses objectifs, de son bilan, mais avant de ses caractéristiques. Professeur Mohamed Berkour, qu'est-ce qui caractérise la politique étrangère de la France ? Aujourd'hui, la politique étrangère de la France n'est plus la politique de cette France qui voulait être une puissance mondiale. En 1999, les Français avaient décrit le monde du troisième millénaire comme un monde d'opportunités pour de nouvelles puissances émergentes. Aujourd'hui, la France est en perte de vitesse sur le plan économique, mais aussi en matière de gestion des affaires du monde. Sur le plan stratégique, elle est tributaire de l'OTAN. Sur le plan continental, les tributaires de cette émergence de la puissance allemande n'arrivent plus à prendre des initiatives en ce qui concerne un certain nombre de dossiers, soit le nucléaire iranien ou la question du désarmement, ou les questions liées au développement du tiers-monde. Aujourd'hui, la France est liquée un peu partout en Afrique et il n'est pas la France que De Gaulle voulait voir comme étant une puissance transcontinentale, avec une primauté en Europe, mais aussi un ancrage stratégique en Afrique. Aujourd'hui, la France a perdu la bataille européenne au profit de l'Allemagne et ils sont en train de perdre les batailles en Afrique au profit d'acteurs nouveaux en Afrique. Alors la France n'arrive pas à s'imposer, vous l'avez dit, sur la scène internationale. Elle n'est plus la France historique qui aspirait à devenir une puissance mondiale. Qu'est-ce qui a dû? Est-ce qu'on peut parler d'abord d'une décadence, professeur? J'utilisais plutôt le mot disons, de déclin graduel de cette puissance, vu les mutations stratégiques mondiales qui n'ont pas commencé en 2022 avec la guerre en Ukraine, mais ils ont commencé pratiquement à partir de 1990 avec le début de la fin de la guerre froide, mais aussi le début de cette émergence de l'Allemagne par sa réunification. On a vu l'élargissement de l'Union européenne à partir du traité de Maastricht de 1992 vers l'Est, c'est les pays PECO, pays de l'Europe centrale et orientale, a fait que c'est l'Allemagne qui a pratiquement accompagné ces pays. Donc le poids de l'Allemagne, c'est aussi un poids économique, un poids technologique, mais aussi un poids politique au sein de l'Union européenne. On a vu la France qui voulait avoir une indépendance stratégique, revoir ce concept en 2009 avec l'intégration du comité militaire de l'OTAN. Oui. On voit aujourd'hui la France sur le plan économique est en train de céder des places au profit de nouvelles puissances émergentes. Elle a la 7e place aujourd'hui, 2030 aux environs de la 10e place. On voit ces changements se font aussi par rapport à d'autres puissances nouvelles. Quand je parle de la Chine en 78, ce n'était même pas une puissance continentale. Aujourd'hui, elle risque de devenir la première puissance économique d'ici 5 à 6 ans. Et elle risque de devenir la première puissance mondiale en 2049. C'est du moins l'ambition de la Chine. Donc c'est cette mutation mondiale qui a fait que le centre du monde est en train de basculer de l'ouest vers l'est. On voit aujourd'hui aussi, avec ces changements, des nouveaux schémas de positionnement de puissance en Afrique. On a vu la semaine passée la visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali. Oui. Ça signifie, c'est très significatif, ça augure d'une nouvelle ère pour ces pays. On a vu aussi ces différents dialogues entre le Japon et l'Afrique, l'Inde et l'Afrique, la Chine et l'Afrique, la Turquie et l'Afrique, les États-Unis et l'Afrique. Donc il y a non pas seulement des compétitions stratégiques, mais aussi un véritable basculement des centres de positionnement stratégique aux dépens de la France. Alors vous avez donc parlé des facteurs extérieurs qui ont fait que la France perd un petit peu en vitesse dans cette course mondiale. Si on parlait aussi du discours ou de cette diplomatie française, il y a également, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur d'appréciation? On peut évoquer également la duplicité de cette politique extérieure française.
La duplicité fait partie essentiellement des langages diplomatiques. C'est pas particulier à la France. Il faut dire que la France souffre aussi de crise d'élite depuis quelques années. Elle souffre aussi de choix, des problèmes de choix, des fois qui ne sont pas nécessairement rationalisés. Il faut dire aussi qu'en France, c'est pas seulement des pertes de place stratégiques à travers le monde qui est dû à des facteurs endogènes, mais plutôt à des facteurs comparatifs, un manque en matière de capacité de mobilisation de ressources par rapport à ce qui se fait ailleurs. Quand on parle de cette machine de la puissance chinoise, on parle essentiellement d'une vision, d'une ambition, mais surtout de beaucoup de ressources. Aujourd'hui, même les États-Unis, à lire un certain nombre de textes, notamment la stratégie de défense nationale américaine de 2022, d'octobre 2022, il y a cette conscience il y a un basculement du monde. Il y a un véritable basculement du monde, non pas seulement par rapport à des puissances européennes, la Grande-Bretagne ou la France, mais aussi par rapport aux États-Unis. Donc, il y a des problèmes d'appréciation, il y a des problèmes de positionnement, il y a aussi des problèmes liés aux capacités de cet État. Vous parlez de positionnement. On va justement s'intéresser à ce lien entre la France et le continent africain. Il y a donc ce pacte néocolonial, professeur Mohamed Berkouk, qui semble devenir un piège pour la France. Véritablement. Oui. Il faut dire que, Madame Rim, que la France envisageait du moins sa sphère d'influence traditionnelle, donc les 14 pays francophones, donc anciens colonies, comme étant une zone exclusive. Et c'est pour ça que la France, en 1960, depuis 1960, avait développé un certain nombre de normes, mais aussi d'institutions, des normes qui sont définies par cette doctrine de coopération, voire de domination et dépendance. C'est l'esprit même de ce pacte néocolonial. Il faut aussi dire que, au début, il y a cette volonté de lier ces pays par des accords contraignants, oui, notamment en matière de présence militaire, des fois d'habilité à se projeter par des armées, ou même par un monopole des richesses. Le cas de l'uranium du Niger, par exemple. On a vu, à partir de 1974, il y avait des crises dans cette relation, il y avait des adaptations. Ce qu'on voit aujourd'hui est pratiquement inédit. On voit des peuples qui rejettent la présence française, oui, qui rejettent les symboliques de la puissance française. Il y a aussi des initiatives qui visent à développer des alternatives aux liens de dépendance, notamment la monnaie. Aujourd'hui, on voit dans ces pays qui commencent à changer, les peuples sont plus ouverts aux nouvelles idées, notamment par ces nouvelles technologies. Donc il y a plus de censure possible. Il y a une multitude de sources d'informations. Donc il y a des capacités d'apprécier des situations, mais aussi de développer des choix d'idées, mais aussi des choix d'action. Oui. Ce qu'on voit au Mali, on est en train de voir se développer au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, c'est le rejet du diktat du pacte néocolonial. On a vu les premiers prémices déjà en 2013 au Niger par rapport au gisement d'Imrouren qui est toujours propriété d'Areva Orano, cette volonté de reprendre les choix nationaux, les choix souverains par rapport aux ressources. Ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est cette conscience du peuple, cette appropriation de ces choix du peuple par de nouvelles élites, mais aussi l'apport d'alternatives en matière de partenariat, en matière de relations extérieures, notamment avec des États qui n'ont pas ce capital colonial. Je parlerai de la Russie, je parlerai de la Chine, je parlerai de la Turquie, je parlerai de l'Allemagne, de la Belgique, qui commencent à être présents sur les sols africains. Aujourd'hui aussi, il y a cette multitude
de choix de partenariat dans des cadres multilatéraux. L'Union africaine avec des pays émergents, avec des puissances émergentes, ce qui fait que ces pays commencent à prendre conscience de l'importance de leurs ressources, mais aussi du besoin de confirmer leur indépendance en quelque sorte, mais aussi de faire des choix souverains au profit de leur peuple. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 32 pays classés comme pays moins avancés parmi 48 pays au monde, mais aussi 20 pays qui sont candidats soit à la fragilisation, à la déchéance. Donc on est dans des paradoxes de richesse du sous-sol, mais aussi pauvreté des peuples. On l'a compris, donc ce sentiment anti-français est dû à l'œuvre négative du néocolonialisme français, professeur Mohamed Barkour. Si vous voulez, donc quel serait, donc, est-ce que c'est irréversible? La France ne pourra pas récupérer sa place en Afrique après ce qui se passe actuellement, après ce qu'on est en train de vivre? On est au début d'une dynamique. Il faut dire que la France, le pacte colonial, le pacte néocolonial français, d'après 1960, ne pourrait plus être disons, redéployé. Ce pacte néocolonial qui a été développé par un certain nombre de commissions, Pignon, Abelin, Gors, Janine et autres, oui. Qui ont essentiellement désigné un certain nombre d'instruments de dépendance et de domination, à commencer par la culture. Aujourd'hui, de plus en plus d'Africains commencent aussi à prendre conscience de l'importance de l'ouverture linguistique à d'autres langues, notamment, oui. notamment l'anglais, choix dicté par la science, la diplomatie et les affaires, mais aussi cette volonté de ne plus avoir une source unique d'information. RFI et autres, on a vu déjà au Mali le démantèlement du réseau RFI, mais on risque de voir la même chose dans d'autres situations. Troisièmement, c'est aussi par rapport à cette emprise militaire de la France par une présence, permanente, par des bases militaires, ou par ce qu'ils appellent les OPEX, les opérations extérieures. Donc aujourd'hui, on a vu par exemple le cas du Burkina Faso, la force Sabre qui était présente de 2010 à 2018 sans encadre juridique. En 2018, on a vu le développement d'un cadre juridique, mais en 2022, 2023, c'est le refus de la présence de cette force. C'est ce qu'on voit aussi un peu partout dans des pays comme le Mali, comme le Burkina. Il faut s'attendre à d'autres situations. Et le quatrième point, c'est un point aussi la France néocoloniale, c'est l'alignement de ces pays par rapport à la politique étrangère de la France. On a vu les deux exemples les plus frappants en 2022, c'est par rapport au vote au niveau du Conseil des droits de l'homme contre la Russie, au niveau de l'Assemblée générale. On avait plus d'indépendance dans les dynamiques de vote. C'est un rejet de la France. C'est un début de prise de conscience du besoin de se libérer davantage de ce pacte néocolonial. Mais il faut le dernier point, madame, qui est malheureusement très important, très sérieux, mais difficile à démanteler, c'est sa dépendance financière par rapport au franc CFA, par rapport aux choix non souverains. Donc aujourd'hui, on voit des idées dans le cadre de l'ECOWAS, à CEDEAO, oui. Mais il y a toujours des réticences de quelques pays, justement pour développer des choix souverains sur le plan monétaire et financier. On peut le développer à long terme, peut-être. Vous avez parlé de la France néocoloniale et son projet néfaste. Professeur Mohamed Barkour, cela nous amène à parler de la relation entre la France et l'Algérie, et je crois que l'actualité l'impose. Quelle est justement la stratégie de la France actuellement à l'égard de l'Algérie? Quelle est votre analyse? Bon, il faut dire que contrairement aux pays francophones d'Afrique, l'Algérie a été classée comme faisant partie du reste du monde. Donc c'est depuis 1962, on ne faisait pas partie de la rue Monsieur, dans le ministère de la Coopération, plutôt du Quai d'Orsay. Deuxièmement, cette relation était une relation
qui n'a pas été très stable depuis longtemps de ce relation post-indépendance. Il y a beaucoup de phases chrysogènes. 66 après la nationalisation des mines, 71 après la nationalisation des hydrocarbures, mais on voit aussi depuis quelques mois, 2 années, il y a aussi cette volonté nationale de prendre des choix souverains et aussi d'être très constructif dans les ripostes par rapport à des dépassements. On l'a vu avec le rappel de notre ancien ambassadeur, M. Antar Daoud, en 2020, oui. Lors des propos pas du tout diplomatiquement corrects du président français. Oui. On voit aujourd'hui, la semaine passée, avec cette exfiltration d'une personne de double nationalité, avec tout ce qu'il y a eu comme dépassement aux règles de bienfaisance protocolaire, mais aussi au droit diplomatique conscient, mais aussi au respect des souverainetés des États. Comment on peut percevoir ce genre d'initiative de la part de la France? Il faut dire que ça fait partie justement d'un ensemble de réflexes qui justement définissent ce piège, disons, de la mentalité coloniale. Voilà. L'Algérie est un État souverain, un État qui a eu sa souveraineté non pas par des accords quid pro quo, indépendance pour coopération, mais plutôt avec 132 ans de résistance, plus de 5 millions de shahids pendant cette période, mais aussi avec 1,5 million de shahids en 7 ans et quelques mois de guerre de libération. C'est un État qui a, dès le début, défini les règles d'engagement, c'est des règles de souveraineté, de respect mutuel et d'intérêt partagé. Aujourd'hui, la France néocoloniale qui souffre justement de ce déclin de sa puissance et d'absence d'élite à la hauteur de la grandeur historique de la France, est en train de faire non pas des choix, mais aussi d'entreprendre des démarches qui ne sont pas constructives et qui ne sont pas essentiellement ancrées dans ce respect mutuel et la recherche de relations mutuelles. Il faut dire, Madame Rim, qu'avec Sarkozy, on a vu un certain nombre d'épisodes de problèmes et de crises. Avec l'arrivée de François Hollande, on a vu la signature à Alger d'une déclaration d'amitié et de coopération. On a vu avec le premier épisode de la crise Macron-Algérie, la signature aussi d'une déclaration pour un partenaire renouvelé. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que cette France qui n'honore pas ses engagements et que cette France doit se reconnaître le statut de notre pays qui n'est pas seulement un État souverain, un État attaché à ses principes, mais aussi un État qui a sa place, son poids, non pas seulement de par son histoire, ses symboles, mais aussi de par sa puissance multidimensionnelle dans cette rive sud de la Méditerranée. Alors ce sentiment, pour finir, professeur Mohamed Barkour, ce sentiment anti-français qui semble s'installer dans la durée sur le continent africain aura sans doute des conséquences. Vous avez parlé de déclin de la France. Est-ce qu'il est définitif Même aujourd'hui, quand on lit les livres comparatifs de stratégie, on voit essentiellement ces évidences. C'est un déclin graduel de cette puissance. Sur le plan culturel, il faut rappeler nos téléspectateurs qu'en 1995, l'ancien ministre de la Culture français, Jacques Lang, parlait de cet exceptionnalisme français, parce que la France culturelle n'est plus la France culturelle du 19e, voire le début du 20e siècle. Aujourd'hui, la culture française n'est plus ce qu'elle était il y a de ça quelques décennies. La langue française n'est pas aussi ce qu'elle était. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes, même en France, qui sont plus
disons, inclinés à apprendre d'autres langues, notamment l'anglais, que ce français. Même en France, il y a plus de francs anglais en matière de nouveaux concepts que de français. Et sur le plan stratégique également. Même sur le plan, même parce que la culture fait partie de l'identité de la politique étrangère française, de ce socle normatif. Donc il y a le premier point. Le deuxième point, en matière de choix économiques, le pillage du tiers-monde dont parlait un éminent français, Pierre Jallet, n'est plus possible. Aujourd'hui, il y a plus de compétition stratégique, donc il y a plus d'alternatives en matière de partenariat à ces pays, notamment africains. Troisième point, c'est que en matière technologique, je parlais par exemple du cyberespace, les Français sont très loin d'assurer et d'assumer leur souveraineté numérique. Ils sont vraiment très loin, ils sont très dépendants. Il faudrait que la France s'adapte. Elle doit s'adapter en tant que puissance en déclin, qui reste puissance nucléaire, qui reste aussi membre permanent du Conseil de sécurité, mais qui doit changer sa logique, son optique et sa culture, à la fois stratégique de politique étrangère, pour s'adapter à un monde en mutation, où les États n'accepteraient plus des mentalités néocoloniales, qui sont plus inclinés à assurer et assumer leurs indépendances, et que le monde aussi est ouvert à d'autres choix, autres que les choix classiques dits coloniaux.